La vidéo montre les systèmes mondiaux modernes et se concentre sur certaines situations aux Pays-Bas. Nous croyons cependant que les gens du monde entier reconnaîtront ces situations. Les marques dites compétitives proviennent d'usines de quelques entreprises qui monopolisent l'ensemble de l'industrie. Dans l'industrie des aliments emballés, il existe quelques grandes entreprises, comme Unilever, la société Coca-Cola, Mondelez et Nestlé. Sur la photo, vous voyez que la plupart des marques de l'industrie alimentaire appartiennent à l'une de ces sociétés. Sur des sources telles que Yahoo Finance, nous pouvons voir des informations détaillées sur la société, telles que les principaux actionnaires. Ce sont BlackRock, Vanguard et State Street. Ce sont les plus grandes sociétés d'investissement du monde. Donc PepsiCo et Coca-Cola ne sont pas du tout des concurrents. Les autres grandes entreprises qui possèdent une myriade de marques comme Unilever, Mondelez et Nestlé appartiennent au même petit groupe d'investisseurs. Mais ce n'est pas seulement dans l'industrie alimentaire que leurs noms reviennent. Découvrons sur Wikipédia quelles sont les plus grandes entreprises technologiques. Facebook est le propriétaire de WhatsApp et Instagram. Avec Twitter, il forme les plateformes de médias sociaux les plus populaires. Alphabet est le parent de toutes les sociétés Google comme YouTube et Gmail. Mais ils sont aussi le plus gros investisseur dans Android, l'un des deux systèmes d'exploitation pour presque tous les smartphones et tablettes. L'autre système d'exploitation est l'iOS d'Apple. Si nous ajoutons Microsoft à ces trois-là, nous voyons 4 entreprises fabriquer le logiciel pour presque tous les ordinateurs, tablettes et smartphones dans le monde. Voyons qui sont les plus gros actionnaires de ces entreprises. Prenons Facebook. On voit que 80% des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels. Ce sont les mêmes noms qui sont apparus dans l'industrie alimentaire. Les mêmes investisseurs sont dans un top 3. Ensuite, Twitter. Il forme avec Facebook et Instagram le top 3. Étonnamment, cette société est également entre les mains des mêmes investisseurs. On les revoit avec Apple et même avec leur plus gros concurrent, Microsoft. De plus, si nous regardons d'autres grandes entreprises du secteur de la technologie qui développent et fabriquent nos ordinateurs, téléviseurs, téléphones et appareils électroménagers, nous voyons les mêmes grands investisseurs qui, ensemble, détiennent la majorité des actions. C'est vrai pour toutes les industries, je n'exagère pas. Un dernier exemple. Réservons des vacances. Sur un ordinateur ou un smartphone, nous recherchons un vol vers un pays ensoleillé sur Skyscanner ou Expedia. Les deux appartiennent au même petit groupe d'investisseurs. Nous volons avec l'une des nombreuses compagnies aériennes, dont beaucoup sont entre les mains des mêmes investisseurs et des gouvernements, comme c'est le cas avec Air France-KLM. L'avion dans lequel nous embarquons est dans la plupart des cas un Boeing ou un Airbus, également détenu par les mêmes noms. Nous réservons via Booking.com ou Airbnb et à notre arrivée, nous sortons pour dîner et posons un commentaire sur TripAdvisor. Les mêmes gros investisseurs se manifestent dans tous les aspects de notre voyage. Et leur puissance est encore plus grande à cause du kérosène. Il provient de leurs compagnies pétrolières ou de leurs raffineries. L'acier à partir duquel l'avion est fabriqué provient de leur société minière. Ce petit groupe d'entreprises d'investissement, de fonds et de banques sont également les plus gros investisseurs de l'industrie qui recherchent des matières premières. Wikipédia montre que les plus grandes sociétés minières ont les mêmes gros investisseurs que nous voyons partout. Aussi les grandes entreprises agricoles, dont dépend l'ensemble de l'industrie alimentaire. Ils possèdent Bayer, la société mère de Monsanto, le plus grand producteur de semences au monde. Mais ils sont aussi les actionnaires de la grande industrie textile. Et même de nombreuses marques de mode populaire qui fabriquent les vêtements en coton appartiennent aux mêmes investisseurs. Qu'il s'agisse des plus grandes sociétés de panneaux solaires au monde ou des raffineries de pétrole, les actions sont entre les mains des mêmes entreprises. Ils sont propriétaires des compagnies de tabac qui produisent toutes les marques de tabac populaires, mais ils possèdent également toutes les grandes sociétés pharmaceutiques et les institutions scientifiques qui produisent des médicaments.
Ils possèdent des entreprises qui produisent leurs métaux, ainsi que toute l'industrie automobile, aéronautique et militaire, où une grande partie des métaux et des matières premières est utilisée. Ils possèdent les entreprises qui fabriquent nos produits électroniques, les grands entrepôts et les marchés en ligne, et même les moyens de paiement que nous utilisons pour acheter leurs produits. Vous verrez que les compagnies d'assurance, les banques, les entreprises de construction, les compagnies de téléphone, les chaînes de restaurants et les cosmétiques les plus populaires appartiennent aux mêmes investisseurs institutionnels que nous venons de voir. Le sommet visible de cette pyramide ne montre que deux entreprises dont nous avons souvent vu les noms maintenant. Ce sont Vanguard et BlackRock. La puissance de ces deux entreprises dépasse votre imagination. Non seulement ils possèdent une grande partie des actions de presque toutes les grandes entreprises, mais aussi les actions des investisseurs de ces entreprises. Cela leur donne un monopole complet. Cela signifie qu'ils posséderont presque tout. Bloomberg appelle BlackRock la quatrième branche du gouvernement parce que c'est la seule agence privée qui travaille en étroite collaboration avec les banques centrales. BlackRock prête de l'argent à la banque centrale, mais c'est aussi le conseiller. Il a également développé le logiciel utilisé par la banque centrale. Cela signifie que Vanguard appartient aux familles les plus riches du monde. Si nous recherchons leur histoire, nous voyons qu'ils ont toujours été les plus riches. Certains d'entre eux avant même le début de la révolution industrielle. Parce que leur histoire est tellement intéressante et étendue, je vais faire une suite. Pour l'instant, je veux juste dire que ces familles, dont beaucoup sont royales, sont les fondatrices de notre système bancaire et de toutes les industries du monde. Ces familles n'ont jamais perdu le pouvoir, mais en raison d'une population croissante, elles ont dû se cacher derrière des entreprises comme Vanguard, dont les actionnaires sont les fonds privés et à but non lucratif de ces familles. Pour clarifier l'image, je dois expliquer brièvement ce que sont réellement les organisations à but non lucratif. Celles-ci semblent être le lien entre les entreprises, la politique et les médias. Cela cache un peu les conflits d'intérêts. Les organisations à but non lucratif, également appelées fondations, dépendent des nations. Elles n'ont pas à révéler qui sont leurs donateurs. Elles peuvent investir l'argent comme elles l'entendent et ne paient pas d'impôts tant que les bénéfices sont réinvestis dans de nouveaux projets. De cette manière, les organisations à but non lucratif gardent entre elles des centaines de milliards de dollars. Selon le gouvernement australien, les organisations à but non lucratif sont un moyen idéal pour financer les terroristes et le blanchiment d'argent massif. Je vais être brève. Je vais donc vous montrer les trois plus importants qui relient toutes les industries du monde. Il s'agit de la fondation Bill et Melinda Gates, de la fondation Open Society du controversé multimilliardaire Soros et de la fondation Clinton. Selon le site web du Forum économique mondial, la fondation Gates est le plus grand sponsor de l'OMS. C'était après que Donald Trump ait quitté le soutien financier des États-Unis à l'OMS en 2020. La fondation Gates est donc l'une des entités les plus influentes dans tout ce qui concerne notre santé. La fondation Gates travaille en étroite collaboration avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, parmi lesquelles Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech et Bayer. Et nous venons de voir qui sont leurs plus gros actionnaires. Bill Gates n'était pas un pauvre geek derrière un écran qui est devenu miraculeusement très riche. Il est issu de la famille d'un philanthrope qui travaille pour l'élite absolue. Son Microsoft appartient à Vanguard, BlackRock et Berkshire Hathaway. Mais la fondation Gates, après BlackRock et Vanguard, est le plus gros actionnaire du Berkshire Hathaway. Il était même membre du conseil d'administration là-bas. Ça prendrait des heures et des heures si nous voulions découvrir tout ce qui concerne Gates, l'Open Society et la fondation Clinton. Ils forment un pont vers la situation actuelle. Je devais donc les présenter. Nous devons commencer le sujet suivant par une question. Quelqu'un comme moi avec un vieil ordinateur portable montre objectivement que seules deux entreprises détiennent un monopole dans toutes les industries du monde.
Ma question est la suivante. Pourquoi n'en parle-t-on jamais dans les médias ? Nous pouvons choisir quotidiennement entre toutes sortes de documentaires et de programmes télévisés, mais aucun d'entre eux ne couvre ce sujet. N'est-ce pas assez intéressant ? Ou y a-t-il d'autres intérêts en jeu ? Wikipédia nous donne à nouveau la réponse. Ils disent qu'environ 90% des médias internationaux appartiennent à 9 conglomérats médiatiques. Que nous prenions le monopoleur Netflix ou Amazon Prime, ou d'énormes consortiums qui possèdent de nombreuses sociétés filles comme Time Warner, la Walt Disney Company, Comcast, Fox Corporations, Bertelsmann et Viacom CBS, nous voyons que les mêmes noms possèdent les actions. Ces sociétés ne réalisent pas seulement tous les programmes, films et documentaires, mais possèdent également les chaînes sur lesquelles ils sont diffusés. Ainsi, non seulement les industries, mais aussi les informations appartiennent à l'élite. L'actualité quotidienne de tous ces médias, les divers médias d'information ne produisent pas d'informations. Ils utilisent des informations et des images des agences de presse ANP et Reuters. Ces agences ne sont pas indépendantes. ANP appartient à Talpa, John de Mol. Thomson Reuters appartient à la puissante famille canadienne Thomson. Les journalistes et rédacteurs en chef les plus importants travaillant pour ces agences sont membres d'une agence de journalisme comme le Centre européen de journalisme. Il s'agit de l'un des plus grands sponsors européens des projets liés aux médias. Ils éduquent les journalistes, publient des livres d'études, fournissent des espaces de formation et des agences de presse, et travaillent en étroite collaboration avec les grandes entreprises Google et Facebook. Pour l'analyse et les points de vue journalistiques, les grands médias utilisent Project Syndicate. C'est l'organisation la plus puissante du domaine. Project Syndicate et les organisations, comme j'ai mentionné, sont, avec les agences de presse, le lien entre tous les médias du monde entier. Lorsque les présentateurs lisent leurs nouvelles, il y a de fortes chances que le texte provienne de l'une de ces organisations. C'est la raison pour laquelle les médias du monde entier montrent une synchronicité dans leurs reportages. One-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Et regardez le Centre européen de journalisme lui-même. Encore une fois, la Fondation Gates et la Fondation Open Society sont également fortement sponsorisées par Facebook, Google, le ministère de l'Éducation et des Sciences et le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi y aurait-il de nombreux problèmes mondiaux si les chefs de file de l'industrie, les banquiers et les politiciens à partir de 1971 se réunissaient chaque année pour résoudre les problèmes du monde ? N'est-il pas illogique qu'après 50 ans de rencontres entre les écologistes et les PDG des entreprises les plus polluantes, la nature se porte progressivement plus mal, pas mieux ? Il est clair que ces critiques sont justes lorsque nous examinons les principaux partenaires qui, ensemble, représentent plus de la moitié du budget de WEF. Parce qu'il s'agit de BlackRock, de l'Open Society Foundation, de la Bill and Melinda Gates Foundation et de nombreuses grandes entreprises dont Vanguard et BlackRock détiennent les actions.
Le président et fondateur du WEF est Klaus Schwab, professeur et homme d'affaires suisse. Dans son livre The Great Reset, il écrit sur les plans de son organisation. Le coronavirus est selon lui une belle opportunité pour réinitialiser nos sociétés. Il appelle cela « reconstruire mieux ». Le slogan est maintenant sur les lèvres de tous les politiciens mondialistes du monde. A crucial moment to rebuild the future, to reset our policies. We also want to work together on building back better. I call it build back better. But the COVID-19 pandemic can also be a moment for resolving long-standing conflicts and addressing structural weaknesses. It's certainly a major crisis, but it also offers us a unique opportunity. 4 sets of priorities can guide the response to build back better. To build back a better world. But also to build back better. This pandemic has provided an opportunity for a reset. And achieve the sustainable development goals. Notre ancienne société doit passer à une nouvelle, dit Schwab. Le peuple ne possède rien, mais travaille pour que l'État fasse en sorte que ses besoins primaires soient maintenus. Le WEF dit que c'est nécessaire, car la société de consommation que l'élite nous a imposée n'est plus durable. Schwab dit dans son livre que nous ne reviendrons jamais à l'ancienne normalité. Et le WEF a récemment publié une vidéo pour préciser que d'ici 2030, nous ne posséderons rien, mais nous serons heureux. Vous avez probablement entendu parler du nouvel ordre mondial. Les médias veulent nous faire croire qu'il s'agit d'une théorie du complot. Pourtant, les dirigeants en parlent depuis des décennies. George Bush Sr., Bill Clinton et Nelson Mandela, mais aussi des philanthropes de renommée mondiale comme Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry Kissinger et même George Soros. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. L'ONU a présenté en 2015 un agenda 2030 controversé. Il est presque identique à la grande réinitialisation de Klaus Schwab. L'ONU veut s'assurer, comme le fait Schwab, qu'en 2030, la pauvreté, la faim, la pollution et la maladie ne ravagent plus la Terre. Cela semble bien, mais attendez de lire les petits caractères. Le plan est que l'agenda 2030 sera payé par nous, des citoyens. Tout comme ils nous demandent maintenant de céder un droit à la santé publique. Ils nous demanderont de céder nos richesses pour lutter contre la pauvreté. Ce ne sont pas des théories du complot, c'est sur leur site officiel. Cela se résume à ceci. L'ONU veut que les impôts des pays occidentaux soient divisés par les méga-entreprises de l'élite pour créer une toute nouvelle société. La nouvelle infrastructure parce que les combustibles fossiles auront disparu en 2030. Pour ce projet, l'ONU dit que nous avons besoin d'un gouvernement mondial, à savoir l'ONU elle-même. L'ONU convient avec Schwab qu'une pandémie est une chance en or d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. Il est inquiétant que le WEF et l'ONU admettent ouvertement que la pandémie et d'autres catastrophes peuvent être utilisées pour remodeler la société.